Merci pour votre présence. Et encore, pardonnez-moi pour ces problèmes techniques. Et donc, le thème d'aujourd'hui, donc nous faisons comme ça un petit topo tous les mois. Je vais essayer que ça ne dure pas plus d'une demi-heure. Le topo aujourd'hui sera sur le sujet ni activiste, ni providentialiste, légitimiste tout simplement. Je l'ai intitulé comme ça. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de répondre à une question, enfin, de tenter de répondre à une question récurrente euh, que l'on fait, que l'on nous fait souvent quand on est légitimiste. Et d'ailleurs, quel que soit, c'est une vraie question, hein, c'est bon d'accord, vous êtes légitimiste, c'est bien, mais qu'est-ce que vous faites? euh, D'une part, si c'est que des commémorations, poser des fleurs quelque part, se souvenir de quelque chose, bon, c'est bien, c'est joli, mais ça ne fait pas avancer grand-chose. Et d'autre part, aussi, là, une autre question qui revient très souvent, c'est bon, d'accord, on a compris, on a un roi, on veut la restauration, mais comment faire concrètement pour la restauration? euh, et donc ça, c'est des vraies questions, hein, effectivement. Et peut-être qu'il y a une certaine image, alors peut-être qu'il change maintenant, mais enfin, disons, d'un légitimisme euh, qu'il y aurait quelques décennies, où il y aurait surtout beaucoup, où il y avait peut-être une tendance à avoir un certain nombre de légitimistes qui, comme on dirait, étaient providentialistes dans le sens mauvais du terme, enfin, dans le sens où on sortait de l'action et plonger dans la prière, et puis finalement ça les arrangeait très bien comme ça. Ça, je pense que ça change. Alors, je vais essayer de faire un peu le tri là-dedans. Donc, premièrement, je vais expliquer un peu ce que c'est que activiste et providentialiste, juste pour clarifier les idées. Ensuite, je vais rapidement parler de Joseph de Maistre, un petit peu, parce que souvent on le traite de providentialiste, et je vais voir, parce que Joseph de Maistre expose en fait comment il faut regarder les choses, c'est très intéressant, sans être ni activiste ni providentialiste. Et enfin, en dernier point, je vais essayer de donner quelques pistes, quelques principes d'action, disons plutôt, pour nous aujourd'hui, dans notre monde. Donc, d'abord, les écueils à éviter. Les deux écueils à éviter, c'est activiste et providentialiste. Alors, activiste, qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire faire l'action pour l'action, faire des actions pour ces actions et pas pour une fin supérieure. Alors, évidemment, nous sommes des hommes, donc chaque fois qu'on fait quelque chose, normalement, si on n'est pas des bêtes, on a un but, on a une fin, si on agit raisonnablement. Évidemment, chaque action est plus ou moins posée fortement et avec une volonté plus ou moins forte et, disons, éclairée par une intelligence plus ou moins claire. Et ce qui fait la force d'une action, en fin de compte, c'est la noblesse de la fin, le réalisme de cette fin, des moyens pris pour arriver à cette fin, et ensuite la détermination dans la prise de l'action. Et l'activisme, quel est son défaut? C'est que finalement, on va faire des actions pour des actions en oubliant soit la fin, ou en ayant, c'est ça, voire avoir des mauvaises fins, ou alors avoir une très bonne fin mais prendre des moyens qui n'ont pas été bien réfléchis et se précipiter dans l'action sans avoir bien délibéré en amont, sans avoir discerné ou prié, et vouloir finalement s'agiter, faire du bruit pour s'agiter et faire du bruit. De temps en temps, faire du bruit est important, mais c'est pas un but en soi, et souvent c'est pas forcément la façon la plus utile et la plus prudente d'agir. Les grandes actions ne sont pas forcément visibles, et même certainement que les actions les plus efficaces et les plus euh, importantes, fortes, sont souvent discrètes. Et quand elles deviennent visibles, c'est que le bout de la queue de l'action est souvent pas forcément dans la. Enfin, c'est pas. Je veux dire, le but du jeu, c'est ni de faire du bruit, ni de se faire voir, euh, ni, euh, ni d'avoir une exposition. C'est faire les actions qu'il faut
comme il faut. Et bon, après, si il y a des conséquences publiques, il faut savoir les assumer, il faut savoir ne pas se faire emporter par l'amour-propre et l'orgueil. Donc c'est plutôt des difficultés en plus pour faire une bonne action, mais c'est pas un cadeau. Et c'est vrai qu'on est dans une époque où il y a avec les médias, les écrans, et puis tous les réseaux sociaux, etc., où on est tout le temps tenté et tiré pour faire comme ça j'allais dire, des actions publiques ou semi-publiques, enfin je ne sais pas comment dire, mais enfin des actions devant les autres, et pas devant Dieu ou pas en notre conscience. Et donc il y a une sorte on est dans un monde effectivement qui est extrêmement peut-être activiste en règle générale. Alors tout le monde pose des petites actions partout. Ça se voit partout, hein. En entreprise, c'est le phénomène de la réunion qui ne sert à rien, c'est le phénomène de l'annonce de tout un tas d'annonces en cascade et puis qui s'arrêtent là, de l'avalanche de nouveaux systèmes, de nouveaux comme de la publicité, etc. Mais en fait, c'est très superficiel et il y a beaucoup de vent, il n'y a pas grand-chose qui change, à part ça fait perdre du temps. Voilà, il y a tout ça. Donc ça c'est un écueil qui est peut-être très contemporain, enfin qui est très fort dans le monde contemporain et qui est compliqué. Enfin, ça demande du travail de s'en sortir parce qu'on est tous, je pense, on a plus le défaut d'être activiste que providentialiste. Donc c'est un écueil. Mais l'autre écueil est aussi un écueil tout aussi grave, qui peut se retrouver, alors qui est moins généralisé, mais qui peut se retrouver plus souvent chez les légitimistes, disons historiquement, enfin en tout cas au XXe siècle, qui vient tout simplement du fait que ceux qui aiment l'action à partir du XXe siècle ont moins tendance à devenir légitimistes dans le sens où on ne voyait plus comment c'était possible d'un point de vue pratique. Donc ceux qui étaient très tournés vers l'action allaient plutôt, je pense, par rapport au début du XXe siècle, vers l'action française ou quoi. Et puis après la guerre, bon, c'était un peu l'explosion totale. Maintenant, ça change. On a un roi, donc on voit les choses plus claires. Mais historiquement, c'est vrai que il y a 20 ans, il y a 25 ans, vous pouvez tomber sur des gens des légitimistes qui disaient non, on fait rien, et puis assumer. Bon, ça, c'est aussi un autre écueil important. Donc, l'écueil providentialiste serait de dire, bon, de toute façon, nous, à notre niveau, on n'est pas rien, c'est dans les mains de Dieu, donc on se met en prière, c'est l'action par excellence, et c'est tout. Et puis on arrête là. Voilà. Donc c'est un écueil dans le sens où, en fait, c'est une sorte de quiétisme contemporain, et nulle part, et ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que si le point vrai de cet écueil, enfin c'est comme tout écueil, il y a toujours une part de vrai, hein. C'est comme dans l'activisme, l'action c'est important. Et l'écueil, c'est on va faire que de l'action et sans réflexion, sans fin, sans discernement. Voilà. Dans le providentialisme, la part de vrai, c'est il faut tout commencer dans la prière, autant que faire se peut, et associer tout ce qu'on fait à la prière. Et il ne faut pas oublier qu'effectivement la providence tient tout dans ses mains et qu'en fin de compte, c'est pas nous qui décidons. Mais c'est tout, ça veut dire juste ça, et ça suppose, et la providence même demande, en fait, dès qu'on connaît un peu de théologie, et un peu les saints, l'histoire, tout ça, la providence demande que nous agissons. Voilà, c'est-à-dire que le bon Dieu aime avoir des instruments, aime avoir des ministres, et c'est pas pour rien qu'il a créé la société de façon hiérarchisée, et qu'il a mis un ordre, d'ailleurs, dans le monde, même le monde naturel. Donc, il agit très rarement, et même peut-être quasiment jamais, sans passer par des tiers, ou des intermédiaires, ou des ministres, ou des instruments. Même quand il y a des actions miraculeuses, même quand il y a des apparitions, il apparaît bien à des gens, il agit bien sur des choses. Et en tout cas, de façon habituelle, c'est toujours par l'action des gens.
ça passe. Et de toute façon, et tout ça, c'est très simple en fait, hein, c'est l'imitation. Quand on est catholique, c'est se sanctifier, c'est ça que ça veut dire, c'est l'imitation de Jésus-Christ, donc c'est-à-dire se rapprocher euh, de Jésus-Christ, l'aimer mieux, aimer Dieu, et aimer, c'est pas un sentiment, c'est agir comme lui, agir pour lui, et petit à petit, en agissant comme ça, se conformer, se devenir, devenir saint, c'est ça que ça veut dire, devenir saint, tout simplement. Et donc, ça suppose des actions tout le temps constantes, mais des actions qui sont de plus en plus dirigées vers la fin, euh, qui est Dieu. Et bon, là, je ne vais pas vous refaire un cours de morale, mais c'est ça qu'on appelle les vertus. Donc, les vertus, ce sont des actions posées. Parce que si c'est juste des dogmes intellectuels ou une doctrine intellectuelle, ça ne sert à rien. Et bien, pour la politique, c'est pareil. On a la doctrine légitimiste qu'il faut savoir, mais ça ne commence à être quelque chose que quand c'est agi, quand on agit selon ces principes, pour le service du bien commun, pour le roi, et par amour du roi, de façon concrète et habituelle, et donc c'est là où ça compte. Donc le provincialisme est une grande erreur. On ne peut pas se passer de l'action, c'est l'action qui fait qu'on existe, sinon on n'existe pas. Bon, il y a aussi l'action intellectuelle, mais c'est pas encore de la vertu. Et on peut faire des actions, l'action n'est pas forcément visible et éclatante, ça peut être des choses tout à fait modestes, mais en tout cas, l'action est la base et de notre perfection. Donc sans action, c'est pas possible. Donc pour être un bon légitimiste, il faut agir. Après la question, c'est comment agir. D'ailleurs, juste comment dire, pour essayer de donner un argument pour vous convaincre aussi que quand on est chrétien, il est essentiel de faire des bonnes œuvres. Il suffit de prendre le sermon de la montagne de Jésus-Christ et les 8 béatitudes. Si vous regardez les béatitudes, c'est heureux ceux qui mettent la paix, ils seront, enfin, etc. Et donc, en fait, ceux qui sont heureux, c'est ceux qui font une action euh, que recommande une action évangélique, une action que recommande notre Seigneur Jésus-Christ à son image. Et donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que pour se parfaire, pour arriver au bonheur, et on aspire tous au bonheur, vous rencontrez n'importe qui, il n'y a pas une personne sur la terre qui n'aspire pas au bonheur. Après la question c'est où on le met, c'est ça le gros problème. Et nous catholiques, on dit ce qu'a dit Jésus-Christ, que le seul bonheur vrai existe en Dieu. Et ensuite, pour y arriver, il suffit d'agir comme on nous a dit. Et c'est ça qui nous sanctifie, c'est ça qui fait notre bonheur. Et sur le plan politique, c'est la même chose, c'est quand on agit bien en tant que légitimiste, qu'on saura avoir fait notre devoir, avoir parfait la société politique en vue du bien commun. Donc ça, c'était pour, disons, resituer les sens des mots, donc activisme, providentialisme, donc les deux écueils, et le juste milieu qui est en fait agir en vue de la fin que l'on s'est fixée, donc ici le bien commun, parce que dans l'ordre politique, c'est le bien commun, et de façon, donc en discernant, et donc pour discerner, ça suppose une formation, donc bien connaître les principes, parce qu'il faut que notre intelligence éclaire comme il le faut. Prendre un peu de temps aussi, c'est pas immédiat, donc il ne faut pas prendre 10 ans pour discerner non plus, mais en général, c'est pas parce qu'il y a une idée qui vient qu'il faut tout de suite la faire, il faut l'étudier un peu, hein, pour savoir si c'est une bonne idée ou pas, si c'est juste si c'est pas mélangé avec, même si on n'a pas conscience, avec des choses qui n'irait pas, et puis ensuite, prudemment, choisir les moyens, s'il le faut prendre conseil, et dans la prière, et puis ensuite, une fois qu'on a bien la chose en vue, paf,
on agit massivement, et une fois qu'on a commencé l'action, on l'amène jusqu'à la fin, dans la possession de nos moyens. Nos moyens sont limités, mais en même temps, ils sont réels. Et il suffit de voir, j'allais dire, à la fois les ennemis de la foi, les activistes globalistes, tout ce que vous voulez, ou même tout simplement juste des œuvres naturelles dans le monde païen, ils arrivent à faire de grandes choses sans vertu surnaturelle et sans foi. Donc, ce qui prouve bien que juste de façon naturelle, donc juste avec sans l'aide de la grâce, on peut faire des choses. Donc, nous on essaie aussi d'être bons catholiques et d'avoir l'aide de la grâce. Il est scandaleux qu'on n'utilise pas les moyens naturels pour arriver aux fins qu'on sait qui sont les bonnes et qui sont nécessaires au plus grand nombre. Donc c'est en fait même scandaleux de ne pas vouloir de s'échapper finalement, de ne pas prendre toutes les possibilités naturelles, de ne pas utiliser tous les moyens naturels pour ces bonnes fins, alors qu'on le peut, et en fait de se défausser sur bon, ça sert tout seul, vous voyez, le côté un peu parfois que l'on a, moi je sais pas si vous avez cette impression, mais de ce flou artistique qui parfois existe, moi aussi j'ai pu avoir ce défaut, mais qui peut exister parfois dans les paroisses ou ce genre de choses. Bon, on est entre chrétiens, donc on n'est pas obligé d'être à l'heure. J'exagère un peu, hein, mais ce genre un peu de flou artistique qui peut exister ici ou là parfois, bah ça c'est pas du tout normal en fait, hein, ça n'a rien à voir avec la foi d'ailleurs, et rien à voir avec c'est plutôt l'inverse quand on regarde l'histoire. Des gens comme vous prenez un Saint Ignace de Loyola, fondateur des jésuites, c'était un général militaire. Enfin, il était militaire avant de se convertir. Il a passé des années avant de commencer à prêcher. Donc lui, son action, il a mis beaucoup de temps à la préparer. Mais en gros, il a fait un plan pour conquérir le monde par la foi, hein, par la foi, pas par les armes évidemment. Mais il a réfléchi comment Jésus-Christ pouvait régner sur toute la terre avec quelques hommes qui n'ont rien, enfin qui ont abandonné toute leur richesse matérielle, etc., etc. Et il a mis des années à réfléchir ça et il a mis en place. Et c'était un bourreau de travail avec une règle très précise. Des échanges de lettres immenses. Enfin, c'était pas qui n'est mieux la chance et on va voir qu'est-ce qui arrive. Hein. Voilà. Donc, c'était pour replacer. Un deuxième point, je vais aller assez rapidement. Je pense que je referai une conférence sur ce sujet précis parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites et qui sont pas forcément exactes. C'est sur Joseph de Maistre qui est la référence, je pense quand même, pour la contre-révolution dans le monde francophone, et que souvent, même des gens très bien, disons, informés, traitent de providentialistes. Je pense que c'est très faux. Moi, j'ai lu Joseph de Maistre directement. Je ne suis jamais passé par les intermédiaires, parce que je pense que les intermédiaires doivent souvent dire ça. Et en fait, quand on le lit en direct, je vous conseille d'ailleurs le conseil par considération sur la France, par exemple, si vous ne l'avez pas encore lu, c'est assez court, assez simple. Joseph de Maistre écrit extrêmement bien, et il est d'autant plus intéressant pour nous, parce qu'il n'est pas français, il est savoyard, et il était donc dans le duché de Savoie, qui n'était pas le royaume de France, donc c'est pas un sujet du roi de France. Donc c'est quand même intéressant, on a un légitimiste là qui n'est pas français. Et il est, on peut dire, converti, dans le sens où c'était comme la plupart des petits nobles de son époque, ou des élites de son époque, bourgeois compris d'ailleurs, hein, il était acquis aux idées des Lumières. Et puis ensuite, en voyant comment la révolution se déroulait, il a réfléchi, et puis il s'est dit, non, en fait, je me suis complètement trompé. Et donc, il s'est converti, mais il connaît très bien donc, toute la littérature des Lumières.
Et donc il a une technique aussi apologétique, de raisonnement, qui est très importante pour notre temps, je pense, dans le sens où il sait user, quand il le faut, même des citations des Lumières. Il y a souvent d'ailleurs des historiens ou d'autres apologues aujourd'hui qui font ça, hein, pour souligner les contradictions de cette doctrine et pour appuyer quand ils ont raison sur certains points. Parce que même quand on ment tout le temps, on n'arrive jamais à dire 100% de choses fausses, c'est impossible. Donc même à Voltaire, on peut sortir une phrase où il a dit quelque chose de pas forcément inexact. Hein. Le but du jeu, c'est pas de les chercher, mais comme tout le monde à son époque les appréciait, le fait de les utiliser peut amener des gens à se convertir. C'est juste apologétique. Hein. Évidemment, quand tout le monde aura oublié Voltaire, ben oublions-le. Hein. Mais aujourd'hui, on est un peu dans cette situation-là. Tout le monde est mangé par tout un tas de choses. Donc, utiliser ce que les gens connaissent pour les amener vers d'autres vérités, c'est quelque chose qui n'est pas mauvais et qui peut être bon quand c'est bien fait. Bon, mais peu importe. Mais Joël de Maistre, on le traite de providentialiste parce que il a une vision, effectivement, ce qu'on pourrait appeler métapolitique. Donc là, je cite c'est un japonais, un professeur japonais qui étudie Joseph de Maistre et qui souligne ce point-là. C'est très intéressant parce que lui-même il n'est pas du tout catholique et puis il n'est pas du tout français, donc il n'a rien à voir avec les débats franco-français sur ces sujets-là. Et il analyse que Joseph de Maistre a une vision métapolitique. Donc ça veut dire, et ça c'est vraiment très intéressant pour notre temps aussi, parce que c'est pour nous sortir du côté partisan, c'est-à-dire que bon déjà, il n'est pas français, mais donc il se demande quel est le meilleur régime en soi, quel est le meilleur régime pour la France, et donc pourquoi il faut la royauté légitime. Mais il ne part pas du principe qu'il faut la royauté légitime, et on va faire une sorte de révolution en inverse pour en remettre sur le trône, mais il part en fait du point de vue de Dieu, donc du point de vue de la providence. Et il se dit, mais du point de vue de Dieu, quel est le meilleur régime? Et il réfléchit, et puis il dit, mais oui, en fait, le meilleur régime, d'un point de vue de Dieu, c'est la royauté. Donc c'est pour ça qu'il faut la royauté, pas parce que c'est nous qui le préférons, mais parce que c'est ce qui est mieux en soi. Et donc c'est pas une préférence, c'est un fait. Donc c'est une sorte de réalisme du point de vue de Dieu, et avec évidemment tout l'enseignement politique de l'histoire, et puis l'enseignement naturel. Hein. Donc c'est pour ça que dit Maurras, dans ce sens-là, nous intéresse, puisqu'il nous donne les arguments naturels pour l'avantage de la monarchie. Et même si sur la légitimité elle-même, il s'était trompé. Et en même temps, il a aussi une vision, alors je rappelle, hein, le mot providence, c'est très simple, ça veut juste dire ce que, pour providence, pour voir ce que Dieu fait habituellement pour pourvoir aux besoins de sa création, et donc de l'homme en particulier. C'est la gestion politique du bon Dieu sur la création, enfin c'est la gestion surnaturelle pour que tout fonctionne, enfin voilà, pour qu'on ait nos besoins. Et ça veut juste dire ça, donc ça veut juste dire que même que ça nous pèse ou que ça ne nous pèse pas, tout mal fait naître, le bon Dieu s'est utilisé pour faire naître un plus grand bien, et que rien n'est fait en dehors de, au minimum, l'autorisation divine, même quand c'est des choses qui sont des catastrophes pour nous au niveau humain. Donc il a juste cette doctrine tout à fait orthodoxe, et c'est comme ça qu'il voit, qu'il essaie d'analyser ce qu'il a devant lui, là, qui massacre tout le monde, la révolution, et puis donc il explique que il y a une sorte de justice immanente et qui fait que ceux qui ont fait tant de vices, d'orgueil, d'explosion d'orgueil et de tous les autres vices, en fait se font punir quasiment directement, et c'est les massacres révolutionnaires où ils s'entretuent les uns les autres, quoi. Mais en fait, il juge pas, il dit pas qu'il faut rien faire, il dit juste, il constate ça. Et c'est même l'inverse dans la plupart de ses livres. Il appelle au combat pour le roi, mais c'est juste que plus le temps passe, et il y a toutes de choses les opportunités se ratent, les actions qui sont faites finalement arrivent à l'échec.
la contre-révolution vendéenne aussi ne vient pas. Donc, en le lisant, à notre époque, on peut parfois avoir l'impression que ça devient fataliste, mais c'est pas que ça devient fataliste, c'est juste que les événements, ils n'ont pas été plus avancés et plus ça n'avait pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est très réaliste, donc très réaliste sur ce qui se passe, sans perdre la vision surnaturelle. Et ça, je pense que c'est pour nous, notre époque, très important. C'est-à-dire, comme je disais juste auparavant, l'action, mais pas l'activisme, et dans autant que faire se peut dans la vision surnaturelle, c'est-à-dire agir de toutes nos forces, et tout en sachant que de toute façon, c'est pas dans nos mains à la fin. Ce qui a en fin de compte, normalement, d'ailleurs, nous simplifie l'action, nous donne de la joie d'ailleurs, quel que soit le résultat, hein, parce qu'on n'a pas une obligation de résultat, on a une obligation disons, de faire les choses bien dans nos possibilités, selon nos possibilités, donc de faire tout ce qu'il faut, tout ce qu'on peut faire, et après, c'est pas après, on peut pas savoir, on va pas tout on a. Bon. Donc, et donc là, je passe à mon troisième point, c'est en pratique comment agir, hein, comment agir. Bon, j'ai déjà un peu donné quelques grands principes, hein, donc juste pour les grands principes, c'est évidemment, on a tous nos tempéraments différents, on a tous nos qualités différentes, on a tous des places différentes, des âges différents. Et disons que certainement, c'est pas, il n'y a pas de, tout le monde n'aura pas les mêmes actions à faire à l'endroit où il est. Hein. Donc évidemment, il faut l'appliquer. Et c'est ça qui est compliqué. C'est ce qu'on appelle la vertu de prudence. Mais déjà, les grands principes, c'est pourquoi je fais une action. Donc la fin. Donc, pour la politique, c'est le bien commun. C'est le bien commun. Après, j'expliquerai exactement le roi, hein, là-dedans, comment ça se passe. D'abord, je vais donner les grands principes. Une fois qu'on a la fin, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et là, après, on va avoir décidé de faire des actions concrètes. Enfin, je sais pas, aller chanter devant l'Élysée, les chants royalistes et se faire mettre en tôle. Mais faire des tractages, des conférences, des magazines. Il y a tout un tas de choses. Chacun mettre un drapeau de fleur de lys à l'entrée de l'entreprise qu'on a, quoi, pour que tous les employés le voient, par exemple. Faire un TDUM en entreprise. J'en sais rien. Bon, voilà, on peut avoir tout un tas de choses. Bon, il y a des idées qui viennent. Après, il faut les discerner. Il faut les mettre à la lumière de la raison. Est-ce que c'est juste? Est-ce que les moyens que j'utilise sont justes? Est-ce que c'est prudent? Et ensuite, une fois qu'on a passé cette étape-là, de prier un peu. Quand c'est des grosses actions, très important de prendre conseil, de voir les avis des gens. Alors prendre conseil aussi, hein, c'est un art qu'on a complètement perdu, mais qui est extrêmement important. Et prendre conseil, ça ne veut pas dire ne pas prendre la décision soi-même, c'est pas se défausser de sa décision, hein, parce que il peut y avoir deux défauts pour le conseil. Soit on prend jamais conseil et on fait tout comme ça, et en général on se prend cher au bout d'un moment, donc ça devient compliqué. Mais enfin bon, il y a des fois des mystères. Mais enfin voilà, ça c'est très dangereux. Mais l'autre défaut, c'est à force de vouloir trop prendre conseil, de se défausser en fait, de ne pas vouloir prendre la décision soi-même, et donc de chercher quelqu'un qui va comme prendre la décision à sa place, sauf que c'est pas vrai. Hein, il y a certaines décisions qui ne sont pas forcément seules, mais enfin, quand il y a une action qu'on pose, il y a toujours quelqu'un qui la pose, donc il y a bien quelqu'un qui doit prendre la décision. Hein, le conseil n'est qu'un conseil. Et un conseil peut se tromper. Hein. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que la monarchie et la royauté, c'est le meilleur des régimes, parce que on sait très bien que toute action, en fait, est toujours prise par quelqu'un. Et le fait de vouloir nier cette incarnation, c'est ce que fait notre monde, hein, avec la gouvernance, les conseils, les élections, les comités, etc., de devoir dissoudre la décision comme ça, par des moyens, des pieds intermédiaires. Et
très, très dangereux, hein, très dangereux. Il y a certaines décisions qui peuvent être collectives, par un vote, par exemple, c'est rare normalement. Hein. Comme je sais pas, l'élection d'un supérieur dans un ordre religieux ou ce genre de choses, mais c'est rare et toutes les actions quotidiennes et toutes les actions ordinaires et toutes les actions quand même importantes sont à un moment prises par quelqu'un qui est incarné. Donc l'importance d'incarnation est assumer l'action qu'on prend. Voilà. Donc ça c'est les grands principes. Et ensuite, c'est en pratique, c'est où on est, qui on est, donc comment on peut faire le bien commun à l'endroit où on est, et selon nos devoirs. Hein, la première action, c'est nos devoirs. Et là, donc, je vais faire deux petits sous-points, et je prends essayer de prendre un exemple, deux exemples un peu plus concrets. Enfin, le premier point, c'est plutôt de dire que, premièrement, le plus important, c'est d'agir d'abord pour se réformer soi-même. Et réformer son mode de vie et vivre, j'allais dire, royalement. Hein. La restauration intégrale, avant, alors il y a évidemment comment mettre le roi sur le trône, et ça c'est très important, puisque une fois qu'un roi est sur le trône et que les institutions peuvent redevenir saines, ben, ça entraîne tout le monde. Hein. Quand le poisson pourrit par la tête, mais aussi c'est l'inverse est vrai aussi. Le poisson se sanctifie par la tête. Hein. Donc c'est pour ça qu'il est si important qu'il y ait une restauration aussi institutionnelle et que le roi soit sur le trône. Mais peut-être que ce soir, il y a des gens très haut placés dans l'armée ou dans les grands ministères, et donc eux, ils ont peut-être des moyens d'action assez concrètes. Ils peuvent imaginer de façon réaliste des plans pour faire un coup de force. Mais bon, la plupart d'entre nous, je pense que c'est pas forcément le cas, donc ça, on a plus de mal pour agir sur ce plan-là de façon efficace. En revanche, il y a un autre aspect où on peut toujours, et n'importe qui peut toujours agir de façon efficace, c'est nous se comporter et agir comme le bon sujet du roi, fidèle chrétien, et donc de remettre la famille au centre, d'avoir de bonnes familles quand on a des familles, et quand on est étudiant, de bien faire son travail d'étudiant. Si on travaille, de travailler dans le vrai esprit de pénitence et de sacrifice. Si on a une entreprise, de pas faire, de bien, voilà, de faire comme une corporation, de mettre l'esprit paternaliste dans l'entreprise. C'est pas juste pour gagner de l'argent, c'est pour une grande famille, par exemple. Dans les paroisses, bien aider nos clercs, nos abbés, les soutenir, les protéger avec le de l'aide. Hein, c'est la prière que je dis tout à l'heure sur la France, c'est ça. Hein, c'est une franc, on protège l'Église et on répond à la foi et pour assurer le règne de Jésus-Christ sur cette terre. Et ça commence par le service à son tenant, qui est le roi de France. Et là, il y a quelque chose que j'aimerais vraiment vous dire, c'est que quand vous arrivez à vivre comme ça, donc à vous assumer royaliste, donc c'est pas de la provocation, hein, ça sert à rien la provocation, on peut s'amuser. Ça, l'esprit français, on est très bon pour ça et c'est une bonne chose de s'amuser, de jouer sur les contradictions du monde, de jouer, voilà. Ça dépend qui on a en face, il y en a certains qui n'aiment pas trop l'humour. Mais enfin, plus important que ça, en tout cas, c'est de s'assumer et concrètement dans les actes, de poser des actes réalistes. Donc, je sais pas, moi, souvent c'est lié, ça peut être lié avec nos actes religieux. Donc, c'est pas hésiter à faire des bénédicités en repas, n'importe où, avec qui que ce soit, porter sa médaille miraculeuse bien voilà, comme ça, avoir dire tout simplement quand il y a des questions sur la politique, mais très, très simplement, mais en même temps très franchement, la démocratie c'est la mort, on a un roi, moi je suis sujet du roi, etc. Voilà, ce genre de choses. Et puis quand on a une famille, voilà, on a une vraie vie de famille, je vous assure que quand vous commencez à avoir 4, 5, 6 enfants, juste le fait d'exister, les gens se posent des questions. Hein. Et il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'actes posés. Et pourtant, ça a de vraies efficacités. Bon.
Et ensuite, une autre, donc ça c'était pour un point de vue personnel, voilà, donc c'est exister et vous assumer. Et je fais aussi un compte rendu écrit. Hein. Et l'autre point, et avant la conclusion, je vais finir sur ça, c'est peut-être que je vais faire une autre conférence sur ce sujet-là, mais enfin, c'est le patriote. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui change aujourd'hui en France, hein, on le voit. On le voit. Bon, y a des morts violentes tous les jours. Les gens qui meurent. Je pense qu'on va pas faire la liste des faits divers, mais ça devient affolant. On commence à avoir des réactions, j'allais dire, du vieil homme. Enfin voilà, un mort de 14 ans pour fêter la victoire de ceux qui courent après un ballon. Voilà, la communauté maghrébine en question va se venger contre les gitans pour pas qu'ils recommencent. Bon, voilà, on revient à un monde clanique. C'est pas étonnant, c'est pas étonnant. Et puis, donc de l'autre côté, par réaction à ça, les idées qu'on dirait, je sais pas comment, conservatrices, patriotes, nationalistes, se répandent de plus en plus. Mais souvent dans des visions qui sont très modernistes. Donc j'aimerais juste parler sur comment nous, légitimistes, on peut assumer et en pratique s'assumer sujet du roi. Donc ce qui est important, c'est pas le côté intellectuel, c'est on est sujet du roi. Donc on a un roi. On a un roi qui n'est pas sur le trône, mais qui est là, qui est légitime. Donc c'est s'assumer sujet d'une part, et même si pour l'instant, de façon concrète, on est obligé de prendre des décisions soi-même, j'allais dire, pour servir le roi, il faut travailler, je pense, nous, en tant que légitimiste, à se mettre à la disposition du roi. C'est-à-dire que le jour où le roi appelle à l'action ou au service, qu'on se dise, je serai capable de répondre à cet appel dans mes capacités, où je suis. Mais pour, par exemple, quelqu'un qui est célibataire, de se dire, voire même quelqu'un qui n'est pas célibataire, le roi m'appelle pour le servir, eh ben, j'y vais, s'il est à Madrid, je vais à Madrid, et je le sers. J'abandonne tout et j'y vais. Ou s'il demande autre chose, voilà, de se mettre à disposition, comme bon sujet, fidèle sujet. Le but d'un sujet, c'est de protéger son chef, c'est de l'aimer, et donc c'est de faire ce qu'il a envie qu'on fasse. Faut pas abandonner sa, son intelligence, son libre arbitre, hein, c'est pas ça la question, mais c'est se rendre disponible de ça, parce que le gros défaut de notre temps, c'est évidemment l'orgueil, et c'est le fait de vouloir s'attribuer les mérites de nos actions. En tant que bon sujet, il faut oublier, s'effacer derrière le roi, et pas vouloir que les mérites, s'il y en a de nos actions, nous soient attribués, mais soit grandissent la gloire du roi, et la gloire du roi, c'est la gloire de la France. Et le roi égale la France. Sans le roi, la France n'existe pas. Le roi est l'incarnation de la France. Et servir le roi, c'est servir le bon Dieu aussi. Même si le roi était mauvais, d'ailleurs, je veux dire mauvais dans le sens, même s'il ne correspond pas forcément à nos attentes, c'est pas ça la question. Voilà. C'est Dieu qui l'a élu là, donc c'est Dieu qui veut qu'il soit là. Donc d'abord, il faut se comporter comme sujet. Et là, j'aimerais juste vous soumettre un problème pratique, qui j'espère ne se réalisera pas, mais qui pourrait se réaliser. Imaginons qu'à un moment donné, quand ça aura une guerre qui se déclare, une guerre civile peut-être, et que cette satanée république commence à appeler les gens du drapeau, comme on dit, pour mater les rebelles, qui seraient certainement des envahisseurs, moitié des envahisseurs, qui sont déjà en France, vous voyez de qui je parle,
Et Bonnepoire, ça serait tous les pseudo-patriotes et nationalistes qui iraient répondre à l'appel de la République pour aller taper sur les ennemis du pays, et ensuite qui seraient massacrés gentiment, pendant que ceux qui sont responsables de cette situation sont bien tranquilles derrière, comme ils ont fait pour les autres guerres mondiales. Et à la fin, si c'est pas une république islamique qui se met en place, ce sera une sixième république par exemple, et qui dirait euh, ben voilà, il y a ces salauds de fachos qui ont tué plein de gens, ils sont très mauvais, on fera plus jamais ça et on repart pour un cycle républicain et révolutionnaire. Bon, c'est ça. Bon, voilà, ça c'est le scénario le pire, vous voyez. Mais bon, en pratique, il y aurait quelque chose, il y a une guerre comme ça qui se passe et il y a un appel sur le drapeau. Nous, en tant que légitimistes, qu'est-ce qu'on fait? Alors, vous avez une mobilisation générale et ils auraient tout le monde à côté qui vous dit, mais si tu vas pas te battre, t'es un déserteur et t'es pas patriote, tu veux pas mourir par patrie. Alors déjà, je vous recommande, je le dis souvent, mais il faut lire les deux patries de Jean de Vigry. Hein. Les deux patries de Jean de Vigry, c'est très important, hein, parce que notre patrie, enfin je veux dire, le roi, c'est pas la patrie révolutionnaire, et le but du jeu, c'est pas de mourir pour la patrie. Hein. Si la patrie existe, c'est pour protéger ses enfants, c'est pas l'inverse. C'est pour ça qu'il y avait des chevaliers qui mouraient pour les autres, quand il fallait mourir pour pas que les autres meurent. C'est pour ça que la démocratie, c'est absolument affreux. Donc, mais en pratique, si ça se passe un appel sur le drapeau, nous, en tant que chimistes, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense vraiment sur ce sujet-là qu'il est interdit d'aller se battre pour la République. Donc, il ne faut pas répondre à l'appel de drapeau. Mais en même temps, en fonction de notre place, évidemment, si on peut se battre, il est aussi scandaleux de ne pas se battre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va au pied du roi, qu'il veuille ou pas d'ailleurs, et on forme une sorte de, je sais pas, je vais dire légion, non, disons pas légion, un régiment, et, et se mettre à disposition du roi, pour que le roi, lui, ait des hommes pour se battre en tant que roi. Enfin, voilà. Alors, je sais pas si ça serait possible, mais en tout cas, ne pas refaire l'erreur qu'on a fait 50 fois, de faire le compromis de se battre soi-disant pour la France, mais en fait la France n'existe pas. Hein. Sans le roi, elle n'existe pas. C'est de la fumisterie. Donc si on se bat pour quelqu'un en fait, pour quelqu'un qu'on aime. D'ailleurs, quand vous regardez la Première Guerre mondiale comme ça, pourquoi les gens allaient se battre plus que pour la France? Ils allaient se battre pour protéger leur famille. Hein, c'est ça qu'on disait. Hein, si vous n'allez pas vous battre, il y a les chleux qui vont arriver chez vous, violer vos femmes et vous tuer. Alors, moi, j'ai une Gascogne, je veux dire qu'ils soient en Alsace, au fond, j'en ai rien à faire, hein, c'est pas chez moi, l'Alsace. Donc, si je vais me battre en Alsace, ça ne sera pas pour ma famille. Enfin, je fais de l'histoire fiction, mais juste pour comprendre l'esprit, vous voyez. Mais c'est parce que c'est le roi qui me demande, et j'aime le roi, donc je vais me battre pour le roi. Mais pas plus. Pas plus. C'est pas pour des grands principes pas possibles. Et c'est comme ça que s'est fait la France. C'est-à-dire que le pays, le vrai patriotisme, c'est le pays. Le pays, c'est quoi? D'un point de vue historique, c'est très limité géographiquement. C'est la petite région autour de chez vous. C'est en gros ce que vous pouvez parcourir à pied en quelques jours. C'est les villages que vous connaissez. Ça, oui, c'est votre pays, ça. Et là, effectivement, si on vous agresse votre pays, vous allez vous défendre. Et d'ailleurs, c'est naturel. C'est naturel. C'est tellement naturel que maintenant, on revient à un système aussi un peu tribal et clanique. Et les gens, enfin les Maghrébins, les autres, etc., qui n'ont pas perdu cette conception naturelle de la société, se protègent quand on les attaque. Hein, comme cette histoire de la vengeance là, des Maghrébins sur les Gitans parce qu'ils ont tué un des leurs. C'est certainement déplorable, mais c'est tout à fait naturel. Et ça risque d'augmenter, hein, parce que sans le christianisme, c'est pas possible. Au moment, quand on vous met quand on vous attaque, vous vous défendez, et si vous n'êtes pas chrétien, vous répliquez et vous calmez l'autre pour pas qu'il recommence, quoi. Hein. Et je vous dire que vous le calmez pas charitablement, donc ça devient un équilibre de la terreur, quoi.
Ça, personne n'a envie que ça se passe, mais sans renouveau de la foi, comment ça peut s'éviter. Mais pour revenir sur le sujet, c'est pour ça que c'est tellement important d'être légitimiste, c'est pour ça que c'est tellement important de bien savoir ce que c'est que le roi, que c'est quelqu'un. C'est quelqu'un, c'est un homme incarné, donc que l'on peut aimer, hein, et donc il faut apprendre à aimer. Donc déjà, il faut le vouloir, hein, il faut désirer l'aimer. Mais désirer l'aimer suffit pas, hein, parce que c'est pas encore de l'amour. L'amour, c'est les actes. Et donc ensuite, poser les actes euh, pour l'amour du roi. Voilà. Et ça, c'est un vrai guide pour nos actions. Euh, donc on dit pour le bien commun, etc. C'est vrai tout ça, c'est tout à fait vrai. Hein. Mais c'est très abstrait, le bien commun. C'est quoi Donc pour aider à réfléchir, c'est pas mal de se souvenir qu'on a un roi incarné. Donc, apprendre à aimer, regarder l'histoire, parce que le roi, c'est pas juste ce roi-là, c'est tous les rois. Et quand on commence à voir ça, ça devient plus facile, je pense, de prendre des décisions. Et d'agir de façon, j'allais dire, royale, en tant que sujet. Sujet qui se met au service du roi. Et quand on commence à se détacher comme ça de sa propre action, tout devient plus simple. Même les choses désagréables sont plus supportables. Et il est plus facile d'être joyeux. Voilà. Et avant de passer aux questions, peut-être une dernière chose, parce que je sais que souvent ça peut être aussi une question, enfin, disons que j'imagine que je vais avoir la question, donc j'y réponds avant, c'est que pour ces histoires d'action, il y a aussi, voilà, comme je disais, chacun est différent, chacun a des tempéraments différents, et on n'a pas les mêmes âges. Et c'est clair que, euh, disons que je pense que quelqu'un qui a 20 ans ne doit pas faire, enfin, disons par rapport à l'action, n'a pas forcément tout à fait les mêmes, d'un point de vue prudentiel, ne doit pas faire attention tout à fait aux mêmes choses que celui qui a 50 ans. Disons que quand on est jeune, par définition, on a plein d'énergie, on récupère vite, et on a moins d'expérience. Donc, mais c'est naturel, hein, c'est naturel. Donc souvent on fait des actions, beaucoup plus de ratés. C'est ça qu'il nous faut apprendre aussi. Et bon, voilà, c'est comme ça, on forme la jeunesse se forme. Euh, mais alors certainement que quand on est plus jeune, et c'est extrêmement difficile dans notre temps, mais si on y arrive, c'est formidable, c'est d'arriver à appliquer ces règles de discernement, malgré, vous voyez, tout l'enthousiaste qui vous pousse là tout de suite, il faut le faire, arriver à se poser un peu de silence, un peu prier, euh, prendre conseil et canaliser voilà, cette énergie. Et ça peut, vu la possibilité d'action très grosse quand on est jeune parce qu'on a beaucoup d'énergie, quand c'est bien canalisé, bien utilisé et bien ordonné, ah, c'est très fort et c'est très important. De toute façon, dans l'histoire, que ce soit la guerre d'ailleurs, ou ça, c'est évidemment, on a besoin de la jeunesse. Voilà. Ah, normalement, c'est une société hiérarchisée, donc normalement, il y a des plus anciens. C'est comme ça que ça fonctionne dans une société qui marche bien. Hein. Ceux qui sont au poste qui décident, c'est des gens qui sont prudents, qui sont anciens et qui ont de l'expérience et qui donnent les bons ordres à ceux qui sont plus jeunes et qui peuvent obéir aux ordres de ceux qui sont plus anciens sans trop se soucier toutes les 5 secondes s'ils nous disent une bêtise ou pas. Et ça, c'est notre grand problème aujourd'hui dans le monde contemporain, puisqu'on a des mauvais chefs. Donc, ce qui est important, c'est de trouver des bons maîtres, trouver des bons chefs, trouver des bons abbés. Et quand on les a trouvés, ça commence par le roi, mais le roi est éloigné, donc des choses qui sont directes. Donc, ça peut être son père dans sa famille, ça peut être son abbé, ça peut être des maîtres, que ce soit artisan, j'en sais rien, maître intellectuel, maître d'un métier, tout ça. Et de s'y attacher et de remettre ces relations saines, traditionnelles, là-dedans. Donc quand on est maître, d'être un bon maître, et quand on est disciple, d'être un bon disciple. Voilà. Et ça, ça semble bête, mais c'est très important pour notre temps parce qu'on l'a complètement perdu. Et c'est ça qui fait la vraie restauration en fin de compte, hein, parce que voilà,
il n'y aura pas de restauration magique, c'est au jour le jour, dans toutes les relations, que la contre-révolution se fait. Et pour les plus anciens, où le corps commence à lâcher, où les passions se refroidissent, où on a pu se prendre beaucoup d'échecs, surtout dans le monde contemporain. Enfin, moi, je plains vraiment les gens qui ont 70-80 ans, quand on voit tout ce qui s'est passé depuis 80 ans. Et après, on va passer aux questions. Hein. Ça peut être très décourageant. Mais justement, l'art de l'action pour les anciens, c'est d'une part de ne pas se décourager, et d'autre part de se battre contre son corps et contre ces passions qui peuvent freiner et se dire allez, on arrête là, on ma retraite et je m'enterre dans un café. Non, de continuer à agir quand même. Et au contraire, c'est très important pour les anciens qu'ils le fassent, parce qu'il ne faut pas qu'ils oublient qu'ils ont l'expérience, qu'ils ont vu des choses. Donc les plus jeunes ont besoin de leurs actions et de leurs conseils et de leur aide. Et c'est comme ça, vous voyez, quand chacun commence à poser comme ça des actions qu'on pourrait dire royales, qui commence à les poser en société, donc chacun à sa place. Donc pas tout seul, on n'est jamais tout seul, ça il ne faut pas oublier, on n'est pas tout seul, vous n'êtes pas tout seul. Nous sommes là comme ça par internet et c'est un vrai lien, hein, ça existe. Et puis où vous êtes, et donc on n'est pas tout seul, on est des sociétés et il faut savoir user. Voilà, un jour vous êtes découragé, ben, vous allez voir un copain, vous lui parlez pour qu'il vous redonne du courage. Voilà, il y a tout un tas de moyens qui sont légitimes, beaucoup, et enfin qui sont humains, mais qui sont justes, qui sont pas mauvais en soi, voilà. Ce qui est important, c'est de bien mettre la fin, hein, savoir ce qu'il faut faire, comment le faire, et une fois qu'on sait le faire, s'y tenir. Et s'y tenir, c'est pas évident non plus, hein, c'est certainement le plus difficile. Une fois qu'on voit bien ce qu'il faut faire, souvent, hein, les choses qu'il faut vraiment faire sont souvent désagréables. Et on n'a pas envie d'y penser, on essaie de les éviter, donc ça s'apprend de l'accepter, de le laisser venir et de prendre ses croix aussi. Voilà. Mais c'est pas forcément toujours désagréable. Et de se le rendre agréable. Voilà. Voilà. Donc je vais finir là et je laisse la place aux questions. Je vois qu'il y a une première question. Quelle sera la solution pour que le roi vienne habiter en France? Effectivement, je dirais que je pense pas que ça soit une solution en soi. Il faut laisser ça, c'est le roi qui décidera. Alors il y a peut-être des arguments, hein, évidemment, pour et contre. Mais vu la situation en France à l'heure actuelle, euh, alors s'il habitait sans être pris par l'idéologie, enfin par le filet, la camisole de force républicaine, pourquoi pas? Mais je vois mal comment ça serait possible. Parce que ce qui est terrible à l'heure actuelle en France, en vivant en France, on est quasiment prisonnier de notre propre pays. Enfin oui, on est persécuté, bon bah c'est pas grave, hein, tant mieux. Mais c'est important que le roi garde une liberté, je pense, une liberté, une indépendance qu'il aurait du mal à garder. Par définition, c'est le roi absolu, donc il ne faut pas qu'il dépende trop des autres. Et on a bien vu ce que ça a donné pendant la Révolution, que Louis XVI n'ait pas réussi d'abord à rester à Versailles et ensuite à fuir tout de suite. C'était une catastrophe, parce qu'il n'était pas libre et indépendant. Donc moi je dirais que le fait qu'il habite en France, c'est pas une question, et ce serait même dangereux. Le plus important en tout cas, c'est qu'il garde sa liberté et son indépendance. Donc s'il y a une solution pour qu'il vive en France en étant complètement libre et indépendant, avec une petite armée autour de lui, tout ça, pourquoi pas. Mais à l'heure actuelle, aujourd'hui, je ne vois pas comment ça serait bien réaliste. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Hein. Oui, la question des députés royalistes, enfin des députés et puis un parti politique. Alors, deux choses. Disons que le- donc on est d'accord que le système partisan tel qu'il est actuel est vicieux à la base
et produit que des choses mauvaises. Donc on peut rien attendre de ça déjà. Hein. Ça c'est un premier point. Donc je dirais que comme ça, un parti politique est dangereux. Parce que même on peut avoir des idées hyper claires et la meilleure volonté du monde, le fait de créer un parti est déjà un compromis qui donne des obligations par rapport à la République et qui nous met dans un état de dépendance à la République qui est en fait forcément mauvaise. Donc c'est un autre travail que j'ai pas dit, mais un travail d'action importante, c'est de se détacher le plus possible et dans tout ce qu'on peut de la République. Alors ça commence par un détachement moral déjà, hein, de plus se faire influencer par tous les poncifs. Et après concrètement, c'est comme si vous arrivez à sortir de la sécurité sociale, tant mieux. Si vous évitez de payer des impôts, tant mieux, le plus possible. Voilà, filouter tout ce qui est possible d'un point de vue légal et puis moralement la désobéissance civile pour se détacher et être indépendant. Parce que je pense que cette indépendance est très importante parce que si on est dans cette, j'allais dire, cette mise, c'est parce que pendant des décennies, des gens de bonne volonté se sont dit on va utiliser le système. C'est le ralliement de Léon XIII. Ça marche pas, ça marche pas. Ceci dit, on sait très bien qu'aujourd'hui les gens ne réfléchissent que par ça, même si ça devient de moins en moins vrai. Hein. Moi j'ai l'impression quand même que même des gens qui il y a 5 ans, ne serait-ce qu'il y a 5 ans, c'était impossible de dire le Parlement c'est n'importe quoi, enfin genre c'était sacré, je sais pas quoi. Aujourd'hui, tout le monde les prend pour des abrutis. Personne n'attend quoi que ce soit du Parlement. C'est fini en fait ce temps-là. C'est juste que, évidemment, hein, quand on a cru quelque chose pendant 30 ans, on ne change pas d'avis comme ça, du jour au lendemain, à part une grosse révélation, un choc personnel peut-être, mais les gens normaux voilà, mettent du temps. Mais ça change, ça change. Donc je pense que déjà, à l'avenir, ce genre de questions, de problèmes ne se posera même plus, en fait. Parce que, voilà. Mais disons que dans le contexte actuel, ceci dit, s'il y avait quelque chose à faire, la seule possibilité, à mon avis, ça serait, disons, de présenter des candidats démissionnaires. C'est-à-dire qui s'engagent à démissionner dès qu'ils sont élus. En gros, en disant, moi c'est la seule possibilité que je vois compatible d'un point de vue doctrinal et pratique, et qui pourrait avoir une efficacité en fin de compte. C'est-à-dire qu'en gros, le principe c'est si en gros tout le monde vote pour les députés ou pour les royalistes, par définition, si ces gens-là démissionnent au moment où ils sont élus, ça fait bugger le système. Puisqu'il faut refaire des élections. Mais dans une optique où le légitimisme devient majoritaire, ça met fin au système. Puisque si tous ceux qui sont élus en majorité démissionnent, il n'y a plus personne pour faire tourner le système. Et là, il y a une vraie possibilité de restauration. C'est la seule possibilité, je veux dire, compatible avec la doctrine et réaliste, même si je pense que dans quelques années, ça ne sera plus un sujet. Et voilà ce que je dirais. Dans ce cas, concrètement, comment concrètement ramener le trône au roi? Oui, parler, débattre, réunir de nombreuses personnes. Oui, tout à fait. Ça aussi, le tribut. Alors, deux questions. Donc, la question, c'est comment mettre le trône sur le roi et comment convaincre les gens. Et l'autre question, c'est est-ce qu'il ne serait pas bien de mettre un tribut et donner un moyen économique? Oui. Alors, très importante question, les deux. Alors, je vais commencer par la première. Comment concrètement mettre le trône sur le roi, c'est difficile. Hein, comme question, pour l'instant, je ne vois pas. En tout cas, ce qui est sûr, enfin à mon avis, c'est qu'il y a des possibilités qui vont se présenter. La situation est... On est revenu vraiment dans un temps historique, dans le sens où il se passe des choses et personne ne sait ce qui va se passer vraiment demain. Et là, l'importance de nos actions va devenir capitale et cruciale. Dans tous les temps, c'est capital et crucial, mais encore plus dans notre temps. Quand on était... Par exemple, vous voyez, c'est un peu 58, dans un autre contexte. Quand De Gaulle est revenu au pouvoir, en 58, il y avait des choses à faire. En 62, c'était fini. C'était fini, c'était clairement fini pour des décennies, quoi qu'on fasse. Donc, l'important, c'est de nous être prêts quand ça se présente
et qu'il y ait le plus de gens prêts et déterminés. Il n'y a pas besoin d'avoir des centaines de milliers de personnes. Peu de gens déterminés peuvent faire beaucoup de choses. Donc moi, ce que je pense qui est important, c'est de travailler à notre détermination. Et pour ceux qui peuvent travailler aussi, je sais pas, s'il y a des gens qui ont des formations militaires, enfin, voilà, tout ça, se former pour se dire, le jour où il y a un coup dur, voilà, pouvoir agir. Ouais, écoutez par exemple un Bernard Lugan, pour vous mettre un peu dans l'ambiance. Parce que nous, le problème de la jeune génération, on est déconnecté de la réalité, on n'a jamais rien fait de nos mains. Véritablement, on n'a jamais donné un pain à quelqu'un, on ne s'est jamais pris un coup de poing dans la tête, on ne sait pas prendre des coups. Enfin, voilà, peut-être que ça change, vu ce qui se passe dernièrement dans les rues et tout ça. Mais ce que je pense qui est important, voilà, c'est d'être prêt quand ça se présente et faire les bons choix. Voilà. Parce que concrètement, voilà. Après, tout ce qui est Twitter, tout ça, c'est important, il faut le faire. Il faut pas s'arrêter là, je pense qu'il faut faire aussi le plus possible dans sa vie de tous les jours, hein, avec les gens proches qu'on a, hein, déjà. Arriver à convaincre ses proches, sa famille, ses amis, ça commence par là. Hein. Souvent c'est le plus dur, mais en même temps, quand ça commence à disons, à convertir dans la sphère familiale, amicale et paroissiale, où normalement c'est aussi le plus facile de travailler, parce que là on peut travailler tous les jours. Et d'ailleurs, ce qui est un encouragement nous pour agir bien royalement, parce que les gens ne se convertiront pas si vous êtes en contradiction entre ce que vous dites et ce que vous faites. Donc c'est une aide aussi pour vous mettre en adéquation entre ce que vous dites et ce que vous faites. Mais convaincre les gens intellectuellement, c'est un premier pas. Mais la conviction intellectuelle ne suffira pas pour les pousser à l'action. Et en général, la meilleure façon pour pousser les gens ensuite à l'action, c'est vous-même d'agir et montrer l'exemple, en fait. Je pense. Et ça, c'était la première question. Et l'autre question, pour le moyen du tribut. En fait, il y avait un projet comme ça il y a 2-3 ans où on avait essayé de lancer ça concrètement. Enfin, même chez Agalia, on avait proposé l'idée de faire un tribut pour le roi, donc que ça soit le 20e par exemple, on avait pensé ça comme ça, et que chacun envoie un 20e de face, voilà, tout simplement comme ça, un 20e de ses revenus au roi. En fait, en pratique, c'est extrêmement compliqué à mettre en place parce que en gros là, c'est tout de suite illégal évidemment, hein, interdiction de faire des dons de toute façon. Et donc la seule possibilité, et ce projet existe, mais il n'a pas encore été concrétisé, c'est une fondation, de le passer par une fondation où le roi serait une sorte de la présidence d'honneur et qui agirait pour le bien commun. J'ai pas le nom, mais il en existe une que gère, enfin pas que gère, mais qui est en relation avec le secrétariat du prince. Et donc ça, ce projet existe. Et l'idée était partie de Alexis Agalia au départ. Mais ça demande encore à se concrétiser et ça serait vraiment bien que ça se concrétise parce qu'effectivement, ça serait un moyen, c'est très important. Après, la question, c'est, même s'il y a une fondation en France, tant que c'est dans la République, bon, voilà, dans un premier temps, ce serait que pour des actions culturelles ou quoi, parce que dès qu'on met autre chose, là, tout de suite, il y a les molosses de la République qui se tournent vers vous, donc c'est compliqué. On est dans un état très totalitaire. Ouais. Mais il y a un projet, donc si ça vous intéresse, après la conférence ou quoi, je pourrais regarder où ça en est. Je n'ai pas entendu parler de cette année, donc je ne sais pas trop si ce projet a avancé ou pas. Ouais. Les aides de charité qu'on fait le Cercle Saint-Louis est vraiment très bien, ça aussi. Il faut voir, voilà, il faut voir vos possibilités. Et puis faut pas hésiter aussi dans l'action, hein, surtout parce que voilà, ça dépend de la région où vous êtes. Je sais que dans l'ouest de la France, il y a des choses plus organisées, mais la plupart du temps, il n'y a rien. Donc on parle de rien. Donc c'est très désagréable comme situation parce que il faut bien faire quelque chose quand même. Et
et c'est toujours embêtant quand on commence quelque chose parce que on n'a pas des gens pour nous conseiller et enfin il n'y a pas des expériences précédentes. Et puis c'est pas bon pour l'orgueil parce qu'on a l'impression qu'on fait quelque chose. Mais il faut pas laisser rien. Donc moi ce que je conseillerais c'est de pas hésiter, de voir ce que vous pouvez faire d'un point de vue local. Et quand vous décidez de faire quelque chose, de commencer petit et régulier. Les grandes choses commencent toujours petites et régulières. Ce qui est important quand vous décidez de faire une action, c'est qu'ensuite vous la pérennisez. Et puis ensuite, vous verrez bien si ça grossit ou pas, s'il y a des gens qui viennent ou pas, et vous apprenez en faisant. Donc, mais faire petit et régulier. Ça peut être tout simple, hein, ça peut être juste un rassemblement de deux, trois personnes même, hein, qui, sans être légitimistes par exemple, sont plutôt voilà, en fait, le deviendraient bien s'ils connaissaient, mais ils connaissent pas. Donc, ouais, vous prenez l'occasion de faire, je sais pas moi, un cercle par exemple, sur l'histoire. Vous prenez Joseph de Maistre, tenez, on va lire Joseph de Maistre, et puis vous faites un groupe comme ça. Ou ça peut être une œuvre de charité concrète, une soupe populaire si vous avez la possibilité. Ou si par exemple vous avez une activité paroissiale qui dit, je sais pas, on fait quelque chose, une action charitable. Est-ce qu'on peut le faire en prenant Saint Patron Saint-Louis, par exemple? Parce que souvent les clercs, ils sont pas bien, ils sont normalement très contre-révolutionnaires, les clercs tradis, mais ils n'ont pas bien conscience de l'importance. Et d'ailleurs, je pense que je ferai une conférence l'an prochain, un topo sur ce sujet-là. Pourquoi, enfin disons, ça c'est pour tout le monde, mais aussi pour les clercs, pourquoi on ne peut pas se passer du légitimisme? Et pourquoi juste et donc il ne faut pas tomber dans un cléricalisme, quoi, en fait, indirectement. Moi, c'est important, en fait, je l'expliquerai une autre fois. Mais voilà, il y a tout est imaginable. Et les actes de charité, c'est des choses très bonnes. Euh, et là, c'est là où on revient aussi aux commémorations. C'est la chance qu'on a en France. Vous avez beaucoup de patrimoine. Enfin, nous avons beaucoup de patrimoine. Nous avons beaucoup d'histoire. Donc, il n'est pas possible que vous n'ayez pas près de chez vous quelque chose qui a un rapport avec les rois. Donc, ça aussi, ça peut être des bonnes actions. Que ce soit même vous-même pour savoir ce qui s'est passé, hein, là, faire des visites culturelles. S'il y a du patrimoine et des seuls patrimoines, remonter je sais pas moi, des calvaires, des associations qui font ça, qui sont très bien. Euh, D'un point de vue local, il ne faut pas hésiter à participer à des associations qui font des bonnes choses par rapport à vos sujets locaux, même si c'est des gauchistes d'ailleurs. Hein. C'est pas parce que par exemple c'est des gauchistes qu'il ne faut pas aller les voir. Souvent même, il y a des gens de très bonne volonté là-bas, hein, et qui sentent qu'il y a un gros problème, qui ont un fort sens de la justice, mais qui sont complètement à côté de la plaque sur la doctrine, sur comment résoudre, et qui, au fond, à leur corps défendant, empirent la situation. Mais souvent, quand c'est des sujets locaux, on peut trouver sur un sujet très concret et juste de bon sens, où on peut quand même être d'accord comment résoudre un problème qu'on a chez nous. Je sais pas, moi, ça peut être n'importe quoi, la gestion d'une forêt, problème de HLM, problème d'une cité, j'en sais rien. Euh, voilà. Et donc là, il ne faut pas hésiter en tant que royaliste, ou pas, au début, aller voir. Il vaut mieux pas être tout seul, hein, quand même, mais on peut, ça dépend des caractères. C'est toujours mieux d'être au moins deux, hein, pour se soutenir. Parce que quand on est tout seul, on n'est pas fait pour être tout seul. On n'est pas fait pour être tout seul. Il n'y a personne qui peut survivre tout seul. Et les grands ermites, juste pour se dire ça, hein, les grands saints et les grands ermites, ils sont jamais tout seuls, en fait. Et même quand ils sont rarement seuls, ils sont pas seuls, ils sont vraiment avec Dieu. Mais même les ermites, ils avaient tellement de gens qui les visitaient qu'ils se disaient pourquoi je suis devenu ermite, j'étais plus tranquille avant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez poser à l'oral aussi, hein, si vous voulez, pas de souci.
N'utilisons pas Internet, ça a été fait sous la République. Disons que non, c'est des moyens. Voilà. C'est vrai que c'est des moyens qui sont très envahissants et qui deviennent de plus en plus compliqués, donc il faut savoir les gérer, il faut savoir les remettre à la... Ah oui, c'est ça, oui. C'était ironique. Non, mais il y a quelque chose de vrai là-dedans, c'est que je pense que ça serait bon de faire de temps en temps des cures, des coupures. Même, ne serait-ce, allez, je me fais 2 jours sans regarder les messages, sans regarder les notifications, sans regarder les nouvelles. Bon, ça peut se faire pendant les retraites, mais voilà. Je viens d'accéder au niveau 11. Il faut savoir utiliser tous les moyens qui sont légitimes. Voilà, c'est tout. Et pour savoir si un moyen est légitime, il suffit de savoir qu'un moyen a été créé, par exemple, ces outils-là ont été créés quand même par des hommes, donc avec une certaine fin. Donc il faut savoir regarder. Il peut avoir des moyens qui sont intrinsèquement mauvais, hein, comme, comme les institutions de la République, par exemple. Euh, et pour ça, par exemple, Facebook en soi, la question se pose, puisque quand même ça a été créé pour dire des choses pas sympas sur les camarades de classe, quoi. Donc le but pour lequel ça a été créé au départ est pas extrêmement flatteur, enfin pas extrêmement encourageant sur le fond. Voilà. Bon, après, ça c'est un peu écarté, finalement. Voilà, on l'utilise très bien, c'est très bien. Pour donner un autre exemple pour analyser, par exemple, sur le port d'armes, est-ce que ça serait mauvais d'avoir des armes? Non. Ça dépend pourquoi. Si c'est des armes de chasse, c'est fait pour chasser. Voilà. S'il y a quelqu'un qui achète une arme de guerre, c'est sûr que d'un point de vue du pouvoir, on peut se demander la question, une arme de guerre, c'est fait pour faire la guerre. Donc normalement, c'est pas le citoyen lambda qui doit avoir des armes de guerre. Donc ça veut dire que n'importe qui peut faire la guerre. Donc, ce qui effectivement pose un vrai problème par rapport au bien commun. Donc par exemple pour cette question, je pense c'est un simple exemple, mais pour cette question des armes, le but c'est pas avoir d'armes ou avoir des armes ou pas des armes, c'est à quoi servent les armes. Si c'est une arme de chasse, c'est pour faire la chasse, avec laquelle on peut se défendre. Voilà. Si c'est une arme de guerre, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est fait pour faire la guerre. On n'a jamais utilisé un bazooka pour se défendre en légitime défense ou pour se défendre ou pour chasser le cerf. J'espère pas. Ouais, non, mais je veux dire, classiquement, quand on dit armes de guerre, c'est les armes lourdes, quoi. Je préfère. C'est que le roi devrait donner son avis. Ah, ça, c'est à lui de décider, c'est tout. Après, il faut lui poser la question aussi. Mais je pense qu'en tout cas, il serait très. Voilà, il faut pas rentrer dans le côté de la communication, vous voyez. Euh, on aime bien à notre temps les recettes toutes faites, style on va faire une page blanche et on va refaire les institutions comme ça. Non, ça marche pas comme ça. Et en fait, c'est tellement, comment dire, lié à la situation qui est en train de changer extrêmement rapidement que faire des propositions aussi intelligentes et aussi intéressantes soient-elles, sans parler même du fait qu'on peut se tromper, n'a pas vraiment d'intérêt, je pense. C'est plus important pour le coup d'agir réellement. Et le fait que le roi existe et assume sa charge, c'est déjà énorme. Et après, c'est à nous de tendre des perches. Pour cette histoire de fondation, pour le tribut, tout ça, le roi aime beaucoup ce genre d'initiative et il attend juste qu'il y a ce genre d'initiatives qui se font. Et voilà, donc voilà, bah c'est une vraie question, comment unifier la légitimité. À nous de travailler déjà à essayer de nous unifier entre nous, et puis ensuite faire ce qu'on peut. Voilà, on essaie chacun de faire ce qu'on peut. On a pas sûr qu'une réunion globale après. Ça se fait, hein, d'ailleurs, ça se fait, mais c'est nécessaire dans une certaine mesure. Mais c'est pas ça qui résout tout. Mais il faut se
facteur humain est trop important. Oui, mais en même temps, c'est les hommes qui font, hein, c'est pas les machines. Donc, faut juste que nous, on s'améliore et qu'on devienne des saints et des héros, quoi. Hein. Euh, on s'entende et qu'on regarde l'histoire, qu'on fasse pas les mêmes erreurs que nos prédécesseurs. De toute façon, c'est toujours pareil. Donc, euh, même dans les grands ordres religieux, au bout d'un moment, quand ça a du succès, nous, pour l'instant, on a de la chance. C'est-à-dire qu'on n'a rien, qu'on n'est rien, et qu'il n'y a personne, a priori, pour l'instant, même si je pense que ça existe, mais bon, qui va devenir légitimiste parce qu'on a des honneurs, parce qu'on a des richesses, parce qu'on a des places. Donc ça, c'est une grande chance, cette situation. Parce que pour l'instant, je pense qu'on n'attire pas trop les viandards. Mais le jour où la restauration deviendra bien plus réaliste, concrète, je veux dire, là, il va y avoir tous les viandards qui vont venir. C'est normal, c'est normal. Faut pas les expulser. Hein. C'est logique que les gens retournent leur veste quand il y a un changement de régime. Ils ont juste envie de vivre tranquillement dans leur coin. La plupart des gens, c'est comme ça. Voilà, il faut le savoir. Donc, la question, les deux questions, c'est premièrement, il faut se dire qu'on est dans une situation finalement où on a de la chance, paradoxalement, parce qu'on peut vraiment, parce qu'on est avec des gens qui sont vraiment convaincus et qui font vraiment des sacrifices et qui font vraiment ça pour rien, et c'est pas mal, ou pour pas grand chose, et, et que donc on peut poser vraiment des actions sans encore trop se soucier de ces problèmes-là, mais qu'en même temps il faut avoir quelque part dans la tête que, parce qu'il faut partir gagnant, hein. Faut pas se dire, faut se dire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 3 ans, il y a une restauration pratiquement complète qui se fasse. Comment, de façon réaliste, arriver à gérer ça? Et donc, il faut se poser vraiment la question, là, c'est là où c'est important d'avoir des gens d'expérience, qu'il y aura des problèmes. Il y aura des problèmes je veux dire, de personnes. Il y aura des gens ambitieux. Il y aura, voilà, c'est comment gérer ça, et ça, la tradition nous l'enseigne. Donc, il faut regarder l'histoire, comment ça se passe dans l'histoire. Et faut soi-même devenir plus vertueux et apprendre la prudence et créer des vrais liens d'amitié puissants avec les gens euh, avec qui on travaille pour la cause. Ah, ouais, oui, le roi, il devrait plus. Oui, en fait, vous savez, voilà, il faut laisser faire. Il suffit de parler du roi pour qu'il se fasse connaître. C'est à nous aussi, hein, c'est notre responsabilité. Transmettre ses communiqués. Ah, vous savez qu'il avait dit ça au moment des attentats à Nice. Ah, vous savez qu'il avait dit ça sur le corona. Regardez, c'est pourtant c'est court, c'est clair, c'est bien. Mais il vaut mieux pas trop qu'il soit dans le. Il faut profiter de la situation où on est actuellement pour vraiment se former. Le jour où le roi aura une vraie exposition médiatique, il sera dans le collimateur, donc là, ça sera vraiment plus dur. Hein. Parce que là, il se fera attaquer, traîner dans la boue. Il faut pas rêver, hein. Enfin, il faut vraiment faire en sorte que ça se passe pas, quoi. Ça. Mais je vois pas comment la République, à part, voilà, et c'est ça que peut-être on verra ce que donne la Providence, mais une situation de tel désespoir où tout le monde se tourne vers le roi en se disant ah, c'est la seule possibilité, parce que justement on le connaît pas très bien d'ailleurs. Ça compte ce genre de choses, hein. Voilà. Mais après, les gens n'ont jamais vu sa tête. Vous savez, par exemple, ma belle-mère, qui est loin d'être royaliste, elle connaît le roi, hein, parce qu'il avait été sur le Figaro Magazine un jour, et on lui a dit, mais vous savez, c'est le roi. Puis elle a dit, non, il est trop beau, c'est pas possible. Puis en fait, après, elle a réalisé que si, et puis quelque part, elle s'est dit, ah ouais, c'est quand même classe d'avoir un roi comme ça. Bref. D'autres questions? Vous pouvez les poser à l'oral aussi, hein. Je vois qu'il y a bonsoir Arthur, bonsoir Vianney aussi. Martel, je crois qu'on se Bonsoir, connaît aussi. bonsoir. Ça va bien? Ça va très bien, merci beaucoup en tout cas.
De rien, j'espère que ça sert, que ça nourrit. Bientôt Noël, hein, je sais bien, ça. Aujourd'hui, c'est le début de la neuvaine, Oui. 9 jours. Bon, je sais pas, est-ce que vous avez encore des questions? Comment convaincre les prêtres de prier pour la France et le roi quand ils veulent pas prier Saint-Michel? Les prêtres africains ne veulent pas prier pour Saint-Michel? Bon, bah, c'est dommage parce que, enfin, j'aurais plutôt vu que c'était l'inverse, mais enfin, ça sert à rien. Ah bon? D'accord. Parce qu'en général, euh, ouais, je sais bien, mais en général, en Afrique, ils ont quand même une sensibilité par rapport aux démons et aux esprits. Donc, en général, ils aiment bien, j'aurais pensé qu'ils aimaient bien Saint-Michel en tant que profondeur du démon. Euh, voilà. Ouais, ça, effectivement, c'est une bonne idée, ça. Je vais en parler à Loïc. Bonne nuit, bonne soirée. Euh, je pense qu'il y a deux questions. Alors, comment convaincre les abbés qui sont Vatican II africains et comment convaincre ceux qui sont tradis? Euh, je pense que le plus simple, alors il faut voir si la personne est hostile ou pas. Si c'est des gens si c'est des abbés tradis, normalement, d'un point de vue doctrinal, ils sont anti-libérales, et tout ça, donc ça, normalement, ils sont bien formés, mais ils comprennent pas pourquoi. Je ferai une autre conférence sur ça, pour les abbés, disons, tradis, spécifiquement, parce que eux, c'est normalement eux qui sont le plus simples à travailler, et en même temps, je pense qu'il y a des techniques. Pour les prêtres Vatican II, c'est certainement plus compliqué parce qu'ils sont en général libéraux. Alors là, voilà. Dans tous les cas, juste peut-être une technique pratique, c'est vous leur demandez pas de prier pour tel, vous leur demandez de dire une messe pour Louis XVI, que c'est vous qui lui demandez de dire une messe personnelle à la mémoire. Enfin, je veux dire, vous lui demandez de dire une messe. Techniquement, si c'est un abbé à peu près normal, ne pas vous la refuser. Au moins de façon privée, vous lui demandez pas forcément de faire quelque chose de public ou de personnel, mais enfin donc de demander comme ça, vous voyez, de demander une messe pour Louis XVI, pour Marie-Antoinette, pour Elisabeth, euh, de lui demander voilà, vous avez votre groupe royaliste, de lui demander vous l'inviter, pour voir, on fait un truc sur l'histoire, c'est intéressant, et puis vous lui demandez d'ouvrir la prière et le fermer. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois qu'on fait une conférence ou un cercle et qu'il y a un abbé, ou notre abbé. Évidemment, c'est lui qui dirige la prière. Et ça, ils peuvent pas refuser normalement, parce que c'est leur travail, j'allais dire. Et ça les fait rentrer un peu comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si Dieu bloquait la dynastie. Ah, j'ai pas vu le début de la question. Oui, ah oui, la question, c'est très intéressant. Certains estiment que la mort de Louis XVI a été voulue par Dieu car ses prédécesseurs auraient désobéi. Euh, que la mort de Louis XVI a été voulue par Dieu, ça c'est clair, à un moment donné. Que ça a été évitable, c'est clair aussi. Parce que c'est comme pour, vous savez, l'histoire du péché originel et tout ça. Hein. Est-ce que Dieu a voulu le péché originel? Non. Donc c'est pas qu'il a voulu la mort de Louis XVI, qu'il a autorisé. Clairement, il aurait préféré que ça se passe pas comme ça. Mais que trop de vies sont obligés à que ça devienne comme ça. C'est-à-dire que les péchés sont de notre faute, jamais de la faute de Dieu. Donc la Providence a autorisé en tout cas que ça se passe, sans l'avoir voulu. Donc effectivement, il ne faut pas dire voulu ça. Voulu par Dieu, ça a été autorisé par Dieu. Et pourquoi? Pour quelle cause? C'est pour effectivement les péchés des hommes. Mais est-ce que c'est ses prédécesseurs? Non, moi je dirais pas ça. Là, après c'est que des opinions, donc on peut pas, il n'y a pas de règle générale. Vraiment, ce que dit Joseph de Maistre,
et c'est ce que dit Louis XVI lui-même dans son testament, c'est justement pour protéger la France révolutionnaire et les révolutionnaires en particulier, pour pas que la France se prenne trop cher, que Louis XVI a décidé de se sacrifier. Il faut lire son testament, hein. Il le dit lui-même dans ce testament, hein. Donc je pense que c'est pas... il s'est sacrifié. Voilà. Vraiment, il y a quelque chose de christique, hein, dans Louis XVI. Il a fait comme Jésus qui a accepté son sacrifice. Euh, qui, et au fond, on peut presque dire dès le début, le fait qu'il ait décidé de rester est très courageux, quand on y réfléchit bien, hein. On savait pas très bien ce qui allait se passer, mais ça sentait vraiment pas bon. On lui avait conseillé d'aller dans un fort armé, je sais plus lequel, mais fort de Versailles, et pour monter une armée pour reconquérir Paris. Parce que disons que c'était classique dans l'histoire de France, hein, quand il commence à avoir une petite révolte, en général c'est Paris qui... Pas que Paris, mais enfin voilà. Il n'a pas fait parce qu'il voyait bien qu'il y avait plein de gens qui... Enfin, c'était un peu différent de l'habitude, dans le sens où, même si derrière c'était des gens très puissants qui tenaient les manettes, en face il n'avait pas juste des nobles qui commençaient à se révolter. C'était un peu bizarre, quoi. Il y avait... En tout cas, c'était présenté comme s'il y avait des gens aussi du bas peuple, de ces sujets, où il est là pour servir. Donc on ne peut pas dire que c'est parce que ses prédécesseurs ont désobéi. Par exemple, j'avais entendu dire que oui, effectivement, c'est la thèse, je pense que certainement ça, vous avez entendu, certainement. C'est parce que Louis XIV n'aurait pas consacré la France au cœur sacré de Jésus qu'il y aurait la révolution. Non, 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 non. Ça, je pense que c'est juste une opinion qui n'est pas fondée. Et c'est pas comme ça. Certainement, ça a été une faute de Louis XIV de ne pas sacrer le cœur, mais je pense pas qu'il a été puni par la Révolution française. Je pense qu'il a été puni par les guerres de succession à la fin de sa vie, de son propre règne, et le fait qu'il ait eu que tous ses descendants quasiment soient morts, à part justement Louis XV qui a permis la succession. Donc ce chic en punition, hein. On ne parlait pas de... Ouais, il faut pas, dans la vision surnaturelle des choses, il ne faut pas avoir la présomption de croire comprendre le plan divin. On ne peut pas le comprendre, voilà, hein. Tout ce qu'on sait, c'est que rien n'est en dehors des mains, que tout est autorisé, que tout ce qui dépend de nous, dans nos actions libres, on est libre de les faire ou pas de les faire. Donc tout ce qui est évitable, enfin, tout ce qui vient du péché ou des actes des hommes, justement, c'est de notre responsabilité. Donc il n'y a rien qui est fatal, il n'y a pas de fatalisme, il n'y a pas de fatalisme. Clairement, quand on regarde la Révolution, française, on a le droit de se dire, ah oui, si on avait fait ça ici ou ça là, les choses auraient certainement été différentes. La question, c'est que ça n'a pas été comme ça. En tout cas, ça peut être des enseignements pour nous, aujourd'hui. Ouais. Mais dans tous les cas, oui, et ça c'est le commentaire Vianney, euh, clairement, le fait que la révolution se passe, c'est 1700, à partir des années 1750. Allez, moi, je dirais, et le père Thomas, qui intervient aussi sur Alexis Gallier, qui nous avait fait une très grande communication sur ce sujet en 2021 ou l'an dernier, donc encore. C'est l'expulsion des jésuites en France. Lui, il voit que c'est l'expulsion des jésuites en France qui marque la rupture, disons, la défaite du combat sur le plan des idées avant la Révolution. Donc enfin, corrigez-moi si je me trompe, c'est 1764, je crois, quelque chose comme ça. Donc à partir de là, il y a une sorte d'inflexion qui se passe et il n'y a plus personne qui résiste activement et qui combat les Lumières. Et effectivement, ouais, c'est pas. Mais ce qui est fou dans la Révolution française, et c'est Joseph de Maistre, il faut le lire pour ça, parce que personne ne l'attendait. Mais même les révolutionnaires, je pense même pas qu'ils réalisaient ce qu'ils étaient en train de lâcher. Si les Voltaire, les Rousseau ou les machins avaient vu 1793, peut-être qu'ils auraient dit autrement. Personne ne pensait que la royauté allait pour tomber. C'était complètement... Et c'est peut-être pour ça que... Enfin, je veux dire, c'est parce que les gens ne voulaient pas vouloir penser que le monde... que c'était possible, que ça s'est passé quelque part. Et je veux dire inversement, pour notre temps et notre enseignement,
c'est bien parce que notre temps pense que c'est impossible qu'il y ait une restauration de la royauté que ça va vraiment peut-être concrètement se passer. Je veux dire, voilà, Maurras disait ça, il avait bien raison, en politique, le désespoir est absurde et rien n'est impossible. Pardon, n'y a-t-il pas eu une idée derrière la tête de la franc-maçonnerie? Par rapport à quoi? Ah oui, non, mais pour la Révolution, effectivement, ça aussi, c'est là-dessus, on pourrait faire juste une conférence que sur ça, mais la Révolution de 1789, les débuts sont complètement liés à la franc-maçonnerie. Hein. Le duc d'Orléans était le grand maître, bon, il se faisait manipuler, et en fait, il a perdu sa tête à la fin, donc c'était peut-être pas le bon plan pour lui. Enfin, en tout cas, il était le grand maître du Grand Orient, et ça, alors pour le coup, ça, je peux le dire sans accusation de complotisme, parce qu'il y a tout un tas de, enfin, il y a une bonne littérature scientifique sur la question sur le XVIIIe siècle, parce que ça, disons que c'est suffisamment ancien pour que certains chercheurs dans l'université donc aient parlé de ça. Au XVIIIe siècle, à partir des années 1770 et 80, là, c'est hyper massif. La franc-maçonnerie, c'est la mode. Voilà, vous n'êtes pas de la franc-maçonnerie, vous n'y êtes pas. Donc tout le monde dans l'élite est franc-maçon. C'est tout le monde. Euh, les 80% ne savent pas pourquoi ils sont devenus, hein, on est d'accord. Et c'est une minorité à l'intérieur qui est hyper agissante. Mais tout le monde l'est. C'était ce genre d'ambiance, quoi. Les évêques ne convainquent pas. Enfin, il y a eu, alors qu'il y a eu des encycliques répétées des papes, il y en a eu avant la Révolution, au moins deux, si ce n'est trois. Ben, ça n'a pas été appliqué en France. Il y a eu un seul évêque en France qui l'a appliqué, un seul évêque en Bretagne, qui a essayé de l'appliquer, et là, il s'est pris une volée de bois vert par tout le monde. Et donc le roi a dû intervenir pour le protéger l'évêque et lui dire en même temps, mais bon, calmez-vous, ne les embêtez pas, parce que voilà. Personne ne voyait qu'ils étaient destructeurs de la société, quoi. Et bon, bah, effectivement, c'est une autre cause de la révolution, c'est le fait de ne pas vouloir, c'est ce qu'on vit aujourd'hui aussi, hein, ne pas vouloir voir la cause des problèmes, ne pas vouloir voir la réalité doctrinale, par exemple ici de la franc-maçonnerie, parce que on connaît des gens sympas qui sont dedans, vous voyez. Ah oui, il y a peut-être des gens sympas qui sont dedans, enfin, j'en sais rien, à cette époque il doit y en avoir, hein. Mais c'est pas une raison pour être très clair sur doctrinalement c'est pervers, c'est anticatholique, donc il faut le combattre. Et puis en plus à l'époque ils étaient extrêmement coupables de ça, hein, à la fois les pouvoirs royaux et à la fois les évêques. C'est de ne pas avoir, alors qu'ils avaient le pouvoir de le faire, ils étaient en position de pouvoir, et c'était leur devoir de le faire, de ne pas avoir extirpé la franc-maçonnerie. Donc effectivement, il ne faut pas s'étonner quand il y ait une révolution. Est-ce qu'il était vrai que Lucien fait partie de la franc-maçonnerie? Je pense pas. Je n'ai pas étudié la question en détail, il y en a qui disent ça. Non, je pense pas. Tout le monde, c'était à la mode. Après, autre chose, hein. Quand c'était à la mode, c'est pas parce qu'on faisait partie de la franc-maçonnerie que c'est fini. De Maistre a été maçon. D'ailleurs, c'est pour ça que je pense qu'indirectement, il y a certaines personnes de notre milieu qui ne veulent pas trop voir Joël de Maistre parce qu'ils disent qu'il a été maçon un jour, donc maçon toujours. Et inversement, je sais aussi qu'il y a des types vraiment bizarres, ésotériques, et maçons, mais pas les maçons Grand Orient, les maçons plus, j'allais dire, religieux, qui l'utilisent. Parce qu'en fait, bon, juste pour vous donner ce qui fait ce qui fait débat, c'est des textes des soirées de Saint-Pétersbourg, en particulier, euh, où si on sort les choses de leur contexte, on peut avoir l'impression qu'il fait une sorte d'apologie de la guerre, l'apologie du paganisme, et qui peuvent être repris, si on veut mal l'interpréter, facilement par des gens un peu ésotériques. Alors, en fait, c'est une très mauvaise compréhension de ce texte. C'est-à-dire que les soirées de Saint-Pétersbourg, c'est une discussion entre trois personnes. Et il y a le comte, qui en fait c'est lui-même,
Il y a un sénateur qui est en fait le gros des Lumières païens. Enfin, c'est quelqu'un avec des idées de Lumière et qui est païen. Et puis un chevalier qui fait un peu le lien entre les deux, disons. Et en fait, c'est un débat. Et les textes qui font ce débat et où on dit « Ah, Joseph de Maistre fait une apologie de la guerre », c'est en fait toujours les textes ce qu'il met dans la bouche du sénateur, qui est en fait celui qui expose la paganisation de la société quelque part, et qui dit que c'est bien. Et le comte, il dit, ben non, là vous êtes en train de nous dire qu'on revient aux âges obscurs des ères du paganisme. C'est ça votre révolution, et c'est catastrophique, il faut revenir à Dieu. Et donc en fait, je ne sais pas pourquoi il y a ces poncifs qui sont installés sur Joseph de Maistre, mais c'est tout à fait injuste, parce qu'en fait il dit l'inverse de ce qu'on lui prête. Et ce qu'il dit est extrêmement précieux et extrêmement puissant. Il y a un autre, dans les 3 livres que je vous conseillerais, dans l'ordre de Joseph de Maistre, et vraiment je vous conseille de le lire parce que c'est facile, puis vous le trouvez sur internet en 3 clics. Considération sur la France. Tout est bien hein, chez Joseph de Maistre, mais je dirais le premier, le plus court, c'est Considération sur la France. Les lettres d'un royaliste savoyard, qui sont il a écrit ça tout au début, en 1795. Il a été très important hein, dans la contre-révolution française. Hein. C'est lui qui... tout le monde le connaissait. Hein. Tout le monde le connaissait et c'était grâce à lui que le combat... Ça aussi, on l'a oublié, hein, mais la Restauration a failli se passer plein de fois hein, pendant la Révolution. Hein. 95, 97, 99... à chaque fois, en fait, du côté révolutionnaire, quand on commence à étudier cette période-là, tout a été fait. En gros, c'était tout sauf les Bourbons. Tout sauf les Bourbons. Quand ils ont vu que c'était plus possible de faire une révolution jacobine, ben, ils ont décidé de faire une monarchie héréditaire révolutionnaire avec Napoléon. Ils ont raté, heureusement. Mais les révolutionnaires de la première heure, comment il s'appelle, celui qui a écrit Sieyès, tout ça, ils sont aussi avec Napoléon. Et ils disent à Napoléon, il faut que vous deveniez empereur, il faut que vous ayez une succession, parce qu'on veut que la révolution se perpétue. C'est intéressant, hein. C'est-à-dire d'un point de vue naturel, quand on veut perpétuer quelque chose, on arrive à la royauté, même les révolutionnaires. Et c'est pas la même tradition. Bref. Mais donc Louis XVI ne faisait pas partie de la franc-maçonnerie. Et oui, pour Joseph de Maistre, en considération sur la France, lettre d'un royaliste savoyard. Et puis j'ai un autre que moi j'aime beaucoup, et qui est très intéressant, je trouve, c'est l'examen des sacrifices, qui permet de donner des clés de méthodologie pour réfléchir sur tout un tas de phénomènes historiques. Après, il y a du pape, il y a études sur la souveraineté qui est excellente aussi, la considération sur la France et lettres d'un savoyard, c'est les meilleurs. Enfin, c'est les plus simples pour rentrer. Il y a écrit les lettres sur l'Inquisition aussi, qui sont... Il y a tout. Tout ce que vous entendez, et moi compris mon travail que j'avais pu faire sur l'Inquisition, tout ce que vous entendez sur la défense de l'Inquisition, c'est Joseph de Maistre qui l'a mis en place. C'est juste ensuite, les historiens ont juste développé et disons conforté historiquement en portant des sources et des exemples, des affirmations que faisait Joseph de Maistre. Vous savez que c'était vrai, mais sans faire forcément ça de notes, etc. Mais c'est Joseph de Maistre qui apporte tous les arguments, par exemple, qui remet en place les idées sur l'Inquisition, quoi. Bref. Voilà. Et peut-être une dernière question, et puis on va finir. On finit là, comme vous voulez. Et n'hésitez pas aussi, avant de conclure, si vous voulez, le mois prochain, donc je crois que c'était quel jour? C'était le 13, j'imagine, janvier, je crois qu'on avait dit. Je vais commencer à réfléchir à un programme à partir de février. Donc si je vais peut-être faire des propositions, comme avait fait Alexis, c'était vraiment une bonne idée, je pense. Mais si vous avez des sujets, par exemple déjà, je pense que le sujet sur les abbés, comment convertir au royalisme les abbés légitimistes, les abbés, non, je veux dire les abbés,
Ça sera un thème que je ferai, je pense. Peut-être si ça vous intéresse un thème sur le Joseph de Metz. Mais enfin, voilà. Si vous avez des thèmes qui vous intéressent, n'hésitez pas à les communiquer. 20 janvier, la prochaine fois c'est 20 janvier, pardon. Ah oui, juste avant le 21. Très bien. Et voilà, pour mettre en place le programme à partir de février. Bon, pas très bien. Parfait. Donc, on conclut comme ça. Ah, moi, c'est le matin, alors. Oui, j'aimerais vraiment inviter le frère Maximilien Marie. Et je vais lui demander. C'est une très très bonne idée. Comment on pourrait faire? Est-ce qu'on le ferait? Je pensais que ça pourrait être mieux pour le frère Maximilien Marie de le faire plus large, peut-être. Ou juste sur Discord, ça suffira, je sais pas. Normalement, il y a aussi. Bon, là, il est extrêmement occupé. Mais j'aimerais bien que le père Thomas aussi me parle de ça. Voilà, je vais voir ce qu'on peut faire de ça. Je suis en train de finir sa thèse, donc. Mais je vais demander ça. Et puis, voilà, on va voir. J'ai peut-être aussi une autre surprise d'un conférencier que j'aime beaucoup, qui pourrait nous parler de l'IoT. On va voir. Donc, je propose de finir par le Subtum Presidium. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous votre miséricorde, nous nous réfugions. Mère de Dieu, vos prières ne les méprisez pas dans les nécessités, mais du danger délivrez-nous. Pur, seul béni, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Et je vous souhaite une bonne fin d'avant, voilà, une bonne préparation pour Noël, la venue du roi des rois, et puis une bonne période de Noël. Donc, hein. Merci à vous tous, et à l'année prochaine alors. À l'année prochaine. Merci Alexia pour tout le travail. Merci pour vos bonnes Soucis. questions. Et bonne nuit. Merci. Au revoir. Au revoir.